Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux Dieu, je terminerai avec vous le dernier sixième chapitre du livre de l'éducation de l'islam par Cheikh Dr Mohammed Atiyah Al-Ibrashi. Abu Abbas Tha'alibi rapporte à propos d'Ibn al-Arabi, le célèbre philologue de la Koufa. J'ai vu le cercle d'Ibn al-Arabi, plus de 100 personnes étaient présentées. Il leur dictait ce qui ferait la charge d'un chameau sans avoir recours à un livre. Cela est le signe de l'étendue de son savoir, de sa culture et de sa confiance en lui-même. Les musulmans instituèrent le poste de répétiture. On raconte d'Al-Saïd Mohammed ibn Hibatullah, le célèbre savant se chargé de la répétition des cours de l'école al-Nizamiya de Bagdad. Le cheikh Abu Ishaq al-Shirazi al-Fayouzabadi accompagnait al-Qadi al-Tabari et le remplissait quelquefois. At-Tabari l'avait institué répétiture de son cœur. Quelquefois, pour introduire encore l'élève, lisait encore texte de l'ouvrage que l'on met à enseigner. Puis, ce dernier procédait à l'explication de ce texte, le clarifier, le commenter pour que les élèves saisissent son contenu. Le professeur procédait comme suit. Numéro 1, il lisait le texte et l'expliquait. Numéro 2, c'était les diverses opinions rapportant au texte. Numéro 3, exprimer son opinion personnelle et les arguments qui l'appuient. Numéro 4, comparer le problème qu'il étudiait aux problèmes similaires. Numéro 5, donner aux élèves l'occasion de poser des questions auxquelles ils répondaient. Il n'est passé point à un autre chapitre avant que les élèves n'eussent parfaitement assimilé celui-ci. Les professeurs dont les musulmans hisaient leur cœur calmement, tout dévoués à leur profession sous parents de haute vertu et de nobles sentiments. Ils n'enviaient pas leurs collègues, ne compataient pas d'injustice. Ils ne s'intéressaient pas aux côtés matériels, tels les cadres, les argumentations, les promotions, car c'était des assets qui suffisaient de maniement pour vivre. Les corps. Le maître préparait son corps en inscrivant les divers points dont il allait parler. Puis il traitait chaque point avec l'autorité d'un professeur compétent. Les élèves prenaient des notes dans leur cahier. Ces maîtres n'étaient pas de ceux qui étudiaient le cours et répétaient des choses dont ils ignoraient les sens, mais ils saisissaient parfaitement les idées exprimées et les exposaient avec clarté. Comme ils n'étaient pas de ceux qui
consulter sur leurs notes et soutenir devant leurs élèves incapables de prononcer un mot si on les privait de leurs notes. C'étaient de véritables savants ayant une vaste culture et pouvant fort bien sont dispensés de consulter des ouvrages ou des notes durant les cours. Ibn Khaldoun a expliqué ses prolégomènes et la manière dont les cours étaient donnés. Il s'est élevé contre les élèves qui comptaient dans l'étude des sciences sur les textes résumés. Est-il encouragé la vaste culture dans ce domaine? On y trouve bon nombre d'idées judicieuses qui concordent avec les principes de la pédagogie moderne relative aux sciences. Nous les exposerons comme suit. Pour que l'élève puisse profiter des nouvelles connaissances, il faut qu'il ne lui soit pas donné d'emblée, mais progressivement, peu à peu. Le professeur doit commencer par donner à l'élève une idée générale de cœur et lui résumer les fondements du chapitre, c'est-à-dire les principales idées qui sont contenues sans entrer dans les détails que l'élève serait incapable de saisir au début de la leçon. Et sur cela, il doit prendre en considération sa capacité, son aptitude à recueillir ce qui lui est enseigné. Le professeur prendrait l'idée qu'il vient d'exprimer et la traiterait avec plus de profondeur. La commenterait en détail, passant ainsi de la synthèse à l'analyse et citerait à l'élève les points de vue et leurs références. Enfin, pour la troisième fois, il reprendrait son explication, mais cette fois avec plus de profondeur. Sans négliger obscurité et idées importantes ou opinions difficiles sont l'éclaircie, lui ouvrant ce qui paraissait scellé. Je suis désolée, je continue le lire. L'auteur continue. Ibn Khaldoun pense que le meilleur moyen pour l'élève d'assimiler un sujet est de lui exposer par gradation. Il est conforme en cela avec la théorie de la Chéchital en elle était difficile de lire. Elle est conforme en cela avec la théorie de la Gestalt en psychologie. Le professeur commencera par lui donner une idée générale qui développera par la suite, tout en tenant compte de ses capacités intellectuelles. L'élève brillant comprendra dès la première fois. Celui dont l'intelligence est au-dessous de la moyenne comprendre à la seconde lecture
car aux autres, ils cesseront à la troisième lecture. Elle pense qu'il est essentiel d'appuyer au début sur l'idée directrice qu'on développera par la suite graduellement. Puis on la commentera en profondeur afin de permettre à tous les élèves, sans exception, de comprendre. Al-Abdali propose la méthode suivante: expliquer le sujet, exposer les divers points de vue, choisir celui qui est valable et le comparer aux autres. Nous voyons donc que la méthode de l'enseignement islamique est logique et ne diffère nullement des méthodes du XXe siècle. Les débats. Les débats étaient l'un des traits distinctifs de la pédagogie islamique. Nul n'est déprécié son effet sur le fait d'aiguiser l'intelligence et de stimuler l'argumentation, d'exercer à la promptitude dans l'expression, de prévaloir sur les adversaires et d'habituer à la confiance en soi et le pouvoir d'improviser en réponse. Les musulmans considéraient le débat comme l'une des méthodes d'enseignement et l'on prenait grand soin et on parlait longuement dans leurs ouvrages. Al-Ghazali triompha dans les débats qui l'opposèrent aux savants et aux penseurs de la coterie du ministre Nizam al-Mulk. À ce qui disait à propos d'Ismaïl ibn Yahya qu'il était en somme de connaissance et n'avait pas de pire dans l'art de débat. L'imam al-Shafi'i dit à son propos il triompherait du diable lui-même dans la discussion. Les savants encourageaient leurs élèves à la discussion et au débat et les obligeaient à s'y entraîner. Parfois, il advenait que l'élève ne partageait pas l'avis de son professeur tout en gardant les limites du respect. Ibn Khaldun a critiqué la carence de la vie intellectuelle au Maghreb pendant le XIVe siècle et allégué à la méthode de l'enseignement qui négligeait complètement la discussion. Il disait: une des meilleures méthodes de l'enseignement est le fait de délier la langue par la discussion. Et les débats autour des questions scientifiques. Ils les mettent à leur portée et leur permettent d'atteindre le but visé. Nous voyons des élèves qui, après avoir fréquenté pendant de longues années les cercles d'études de morts silencieux, ne prononçant aucun mot et ne participant à aucune discussion, se donnant uniquement la peine d'apprendre de mémoire plus qu'il n'est nécessaire et n'acquérant aucune initiative dans le domaine du savoir et de la connaissance. Ibn Khaldun juge que le débat sur des questions scientifiques aide à leur compréhension et leur expression. Pour cette raison, il s'élève
contre les sciences des étudiants et leur abstention à aborder dans des discussions l'objet de leur étude, de même qu'il leur reproche d'étudier par cœur plus qu'il n'est nécessaire. Le poète dit le savoir s'acquiert par la compréhension, l'étude, la recherche, la réflexion et les débats. Azarnoui considère qu'une heure de discussion et de débat est plus profitable à un élève qu'un mois à étudier par cours et à répéter ses connaissances. Le soin accordé à la discussion, au débat, aux interrogations, au échange d'idées ou une influence décisive sur les élèves qui prenaient une part active dans leur éducation personnelle et acquirent l'habitude de raisonnement rationnel, de l'expression juste, du sens de la critique et de la force de persuasion, de la confiance en leur propre capacité et de la liberté de penser. Les philosophes de l'islam avaient la passion des débats et en firent une sorte de distraction, en détente et un plaisir littéraire. Dans la pédagogie islamique, la tendance à proclamer hautement et publiquement ses idées encourageait maîtres et élèves à exceller dans l'éloquence, l'improvisation et dans le pouvoir de s'exprimer. L'éloquence et l'improvisation sont une partie intégrante du patrimoine islamique et furent un objet de fierté pour les musulmans au cours des siècles. Grâce au discours et au débat, ils sont passés de la rédaction des essais et de mémoire. Méthode appliquée dans l'éducation individuelle. Numéro 1. L'éducation islamique individuelle, l'élève jouissait d'une grande liberté, choisissait les matières qui répondaient à ses aptitudes intellectuelles. Il choisissait aussi son professeur, assistait à ses cours, étudiait ses notes, souvent les préparer afin de les bien assimiler et questionner son professeur sur ce qui pouvait lui échapper. Elle était libre de toute contrainte, ni emploi du temps, ni examen pour passer d'une classe à l'autre. Numéro B, l'enseignement par l'étude et la mémorisation. L'enseignement par l'étude et la mémorisation étaient en habitude commune autrefois comme de nos jours. Les savants de l'islam accordaient un grand soin à l'étude du Coran et à la tradition des prophètes. Ibn Khaldun rapporte dans son livre Wafayat al-A'yan qu'Ibn Hanbal connaissait dans la mémoire 1 million de traditions qu'à Al-Bukhari et l'on connaissait pendant son enfance 15 000. Ibn Asad rapporte que Daoud al-Khafaf avait raconté le fait suivant. Ibn Rahaway nous a dicté de mémoire 11 000 traditions qu'il nous répéta en seconde fois
sans ajouter ni retrancher un seul mot. Cela est le témoignage d'une prodigieuse mémoire. Al-Khalil ibn Ahmad déclara: Je transcris tout ce que j'entends, je retiens tout ce que je transcris, je fais usage de tout ce que je transcris. Les savants transcrivaient tout ce qu'ils entendaient, le tenaient et en tiraient profit, et cela ne pouvait être que s'ils avaient parfaitement compris le texte. Muwaffaq ad-Din al-Baghdadi donne le conseil suivant: si tu lis un livre, prends soin de te le remémorer et d'en posséder le sens, puis imagine-toi qu'il s'est abîmé et que tu peux t'en passer et ne t'attriste pas de sa perte. Cela signifie que les élèves accordés à la compréhension de l'ouvrage et le soin qu'il accordait à sa mémorisation. Et il étudiait l'ouvrage de sorte que s'il venait à le perdre, cela serait sans importance, car alors il pourrait s'en passer. Nous trouvons dans la littérature arabe de nombreux exemples de mémoires prodigieuses qui retenaient le poème après l'avoir entendu une seule fois. Certains philosophes de l'islam attribuaient le pouvoir de la mémoire à des causes psychologiques et matérielles, comme la continuité de l'étude, la révision et la récapitulation, l'effort consacré à l'étude, l'éloignement des soucis et de l'eux et le fait de s'ouvrir à l'étude dans une atmosphère de calme et de foi. Celui qui étudie ces questions relève que le soin accordé à la mémoire était dû à des coutumes qui remontent au premier âge de l'islam. La majorité des Arabes étaient illettrés et il suffit à la mémoire pour retenir Coran et les traditions du prophète, les enseignements religieux, les lois islamiques, les poèmes et les gestes héroïques. Mais l'attention que les savants portèrent à l'étude et à la révision ne les porta pas à négliger le soin de réfléchir sur ce qu'ils étudiaient, à le commenter, à l'analyser et à en saisir entièrement le sens. L'étude par cœur étant un moyen, nous enfin vous le grand nombre vérité au premier âge de l'islam. Al-Hajj Khalifa, dans son ouvrage Kashf al-Zumun, souligne l'importance de la réflexion, de l'induction et du passage du vocal au sens et au contenu. Muwaffaq ad-Din al-Baghdadi proclame: il ne te suffit pas d'acquérir le savoir, il faut veiller sur lui pour qu'il croît et ne diminue pas, et cela par l'étude, le soin consacré à la mémorisation et à l'acquisition du savoir, la discussion et la compilation. Al-Baghdadi conseille à l'élève de réfléchir, de se modeler l'esprit, de discuter avec ses collègues, et cela afin de conserver et d'augmenter
son savoir. Il conseille aux savants de se donner à la compilation d'ouvrages islamiques afin d'élargir sa culture et de consolider ses connaissances. Al-Sheikh Burhan al-Islam donne à l'élève le conseil suivant. Il ne doit point écrire quelque chose qu'il ne comprend pas, car cela le porterait à la paresse de caractère et à la nonchalance de l'intelligence. Il doit faire un effort pour comprendre son professeur, méditer et réfléchir longuement. Peut-on maintenant accuser les musulmans de compter uniquement sur l'amour et de négliger la compréhension? La pédagogie islamique a accordé autant d'intérêt à la compréhension qu'à l'étude. Elle n'a négligé ni la compréhension, ni la méditation, ni la pensée. Les élèves discutaient effectivement avec le professeur. Les questions pleuvaient de toutes parts dès la fin du discours. Les professeurs ne laissaient pas un seul point dans le vague. Tout étudiant avait le droit de poser des questions, d'exprimer son opinion, même si elle était contraire à celle de son professeur. On rapporte qu'Ibn al-Abbas avait des opinions différentes de celles de ses professeurs. Omar, Ali et Zayd ibn Sabit, que l'on range parmi les savants musulmans les plus célèbres. De même, l'imam Malik ne partageait pas toujours l'opinion de ses maîtres devenus professeurs. Elle vit certains de ses élèves s'opposer à lui. Le derrière titre les examens. Les examens tels que nous les concevons aujourd'hui n'existaient pas dans l'éducation islamique. Ibn Abu Usaybiya cite un seul cas d'examen oral, celui qui, Sanan ibn Sabit, fit passer au médecin de l'époque du calife al-Muqtadir, le Xe siècle. Les maîtres, au lieu de leur faire passer un examen, remettaient aux élèves des certificats ou des diplômes où ils déclaraient que tel élève avait terminé l'étude de tel sujet. Cela surveillance de tel maître. Le but de ce diplôme était de déclarer la capacité et la compétence de l'élève, ainsi que son assiduité au cœur. Ses efforts dans l'étude et la recherche. Le diplôme était un certificat personnel que le maître délivrait à l'élève sans se référer à un institut et sans mentionner de titre scientifique. Ebiluk sont sinon considérant les efforts que les riches dont nos ancêtres musulmans ont consacré à l'instruction et les biens mobiliers et immobiliers dont ils avaient doté les instituts, nous pouvons en être fiers. Et si nous comparons l'œuvre des généraux musulmans durant cette première moitié du XXe siècle
et c'est les gens d'autrefois. Nous découvrons que notre négligence dans l'accomplissement de ce devoir religieux et nous reconnaissons notre besoin d'avoir le foi. La certitude que la science est sacrée, que la recherche est un acte d'adoration et qu'il requiert leur largesse et leur générosité afin de fonder des instituts islamiques. Les riches musulmans comptèrent sur eux-mêmes pour faciliter la tâche à ceux qui désiraient s'instruire et non sur les gouvernements et les pays pour entreprendre des projets de quelque importance soit-il. Ils consacrèrent leurs biens et prodiguèrent de larges sommes pour encourager et répandre le savoir. Ils fondèrent des instituts et des bibliothèques pour encourager les élèves à faire des recherches et à poursuivre leurs études. Nous ne pouvons oublier que l'occupation des pays musulmans de l'étranger fut la cause de l'alphabétisme, de l'ignorance et de la régression dans les pays islamiques. L'un des principes du colonialisme britannique était le suivant: le fruit se détachera de l'arbre s'il est mûr. L'orange ou la pomme devenant mûre se détache de l'oranger et du pommier, et les peuples n'arrivent à la maturité que par le savoir et l'instruction. Si les peuples des pays occupés parvenaient à la maturité grâce à l'instruction, ils se sépareraient de l'arbre qui est l'Empire britannique. Pour cette raison, la diffusion de l'enseignement fut combattue en Égypte. Lors de l'occupation britannique et si les sociétés islamiques comme Al-Jama'a Al-Khairiyya Al-Samia, société de bienfaisance islamique, au cœur et dans d'autres villes du pays, et Jamiat Al-Urwa Al-Wusqa, société de liens indissolubles. Alexandrie, celle d'Al-Masai Al-Mashkoura Ajbin el-Koum n'avait pas entrepris de créer des écoles. Le nombre de lettres aurait été minime. Il faut avouer que ces sociétés ont joué un rôle capital dans la diffusion de l'instruction en Égypte. Nous espérons que viendra le jour où nous célébrons la diffusion de l'instruction dans tous les pays islamiques et la suppression de l'alphabétisme, et que le monde apprendra que le nombre des lettrés est de 100% dans tous les pays islamiques. Ce n'est pas demander l'impossible. C'est le livre terminé. Au revoir, merci.